C'était l'une de ces matinées parisiennes qui vous faisaient penser que tout le monde devait vivre dans un tableau. Le soleil était de sortie, la tour Eiffel brillait au loin et la ville bourdonnait du chaos touristique habituel, même si nous étions encore en 1951. Mais à l'intérieur d'un petit appartement terne, juste à côté de la rue de la Paix, une scène beaucoup moins pittoresque se déroulait. Un homme très grand était assis à sa table de cuisine qui fléchissait presque sous le poids de la montagne de nourriture qu'il avait réussi à y entasser. Il était seul, mais il semblait s'en accommoder. Son ventre, rond et gonflé, débordait de sa ceinture comme une rivière en crue. Il enfournait de la nourriture dans sa bouche avec une sorte de joie sauvage, ses mains grasses et couvertes de miettes. Il ne mangeait pas, il dévorait. Un perroquet, son compagnon depuis des années, se perchait nerveusement sur le rebord de la fenêtre ouverte, observant le spectacle avec anxiété croissante. Ses plumes vertes frémissaient légèrement dans la brise, mais ses petits yeux noirs ne quittaient jamais l'homme. On aurait dit que l'oiseau suppliait l'homme de s'arrêter. Mais l'homme ne s'arrêtait pas. Pas même proche. Oh ouais, c'est la vie. L'homme marmonnait en français entre deux bouchées, sa bouche trop pleine pour un discours cohérent. Ses joues étaient gonflées comme celles d'un tamia. Il s'arrêta un instant, regardant autour de lui avec satisfaction. « Qu'est-ce que c'est, Polly ? Oh, rien ? Eh bien, tu ne sais pas ce que tu rates. » Le perroquet a fait un bruit doux et nerveux en réponse. Il a battu des ailes, mal à l'aise. Il savait que quelque chose n'allait pas. Puis est venu le bruit. Un bruit étrange, gargouillant. Au début, c'était si faible que l'homme ne l'a pas remarqué. Mais par la suite, il s'est intensifié et accentué. Les plumes du perroquet se sont gonflées alors qu'il inclinait la tête, horrifié. L'homme s'est arrêté, sa main à mi-chemin de sa bouche avec plus de nourriture. Il a regardé son ventre, puis a regardé à nouveau le perroquet comme s'il avait enfin remarqué que quelque chose n'allait pas. Un son bas, humide et gargouillant provenait de l'intérieur de lui, non naturel et incorrect. C'était comme si une marmite de soupe mijotait sous sa peau. Ses doigts agrippèrent le bord de la table, les jointures blanches haletant de panique. Il regarda son propre ventre, les yeux écarquillés d'incrédulité. Puis, avec un rot bruyant et dégoûtant, l'homme se pencha en arrière dans sa chaise, sa main pressée contre son ventre. Oh, ce n'était pas normal, il gémit en français. Peut-être que la 4e assiette de saucisses était trop. Qu'en penses-tu, Polly ? Devrais-je en prendre une 5e ? Le perroquet a crié et battu des ailes, ébouriffant ses plumes comme s'il essayait de fuir la scène. Sans aucune chance, l'estomac de l'homme a gargouillé à nouveau, cette fois beaucoup plus fort. Et puis, l'homme a explosé. Ce n'était pas juste un simple et mignon pop. Non, c'était une éruption totale. Un feu d'artifice tordu et sanglant, éclaboussant tout sur son passage. Le perroquet a crié, le mot sortant plus vite qu'il ne pouvait le traiter. Le perroquet a crié, ses plumes tachées de chair humaine. Il a essayé de les secouer, battant frénétiquement des ailes, mais les morceaux étaient les collés comme de macabres souvenirs d'un film catastrophe. L'homme avait disparu, mais le perroquet était couvert, de la tête à la queue, de ses restes. Il avait l'air d'un monstre d'une émission d'horreur. Le perroquet marmonnait, comme s'il comprenait le cauchemar qui venait de se dérouler. Il s'est envolé par la fenêtre avec un dernier battement paniqué. Alors qu'il s'élevait dans le magnifique ciel de Paris, des morceaux de chair de l'homme ont commencé à tomber, pleuvant comme des confettis tragiques. Pendant ce temps, en bas, un couple main dans la main se promenait près de la tour Eiffel. Ils étaient de jeunes mariés, heureusement inconscients du désordre de chair humaine tombant du ciel. « N'est-ce pas magnifique ici ?» La femme a demandé, les yeux pétillants, alors que son mari prenait une photo d'elle devant la tour. Perdu dans l'instant, il a souri, ajustant les paramètres de l'appareil photo maladroitement. Un morceau de chair est tombé du ciel, atterrissant à quelques centimètres d'eux. Il a frappé le sol avec un bruit répugnant. L'homme ne l'a pas vu. La femme non plus. Ils ont juste continué à marcher, à rire. Ils étaient amoureux, à Paris, et rien ne pouvait gâcher ce moment. Le perroquet volait au-dessus d'eux, essayant frénétiquement de se libérer des restes de son propriétaire mort. Plus de chair tombait, se dispersant sur les gens insouciants en dessous. Les jeunes mariés, absorbés par leur univers, se rendirent dans un café proche. Ils ont trouvé une place sur la terrasse, profitant du soleil de fin de matinée, le monde semblait juste parfait. Ils ont commandé un petit déjeuner parisien typique, café et croissant.
le serveur et eux sont échangés des sourires. Pendant ce temps, le perroquet volait au-dessus, essayant désespérément de se débarrasser des souvenirs dégoûtants laissés par son propriétaire. La panique du perroquet était devenue une urgence absolue. Dans un dernier acte de désespoir, en plein vol, le perroquet arracha une plume trempée de sang de son flanc et, dans un geste qui ne pouvait être décrit que comme de la pure révulsion, la cracha dans l'air. La plume tomba en tourbillonnant, laissant derrière elle une traînée de gouttelettes de sang dispersées comme des confettis tordus. 2 gouttes ont atterri. L'une a frappé le croissant, l'autre le cappuccino. Le couple, ils étaient trop occupés à être désespérément, nauséabondement amoureux pour le remarquer. La femme a pris une bouchée délicate du croissant comme si c'était la chose la plus sacrée au monde. Alors que ses dents s'enfonçaient dans la délicatesse feuilletée et beurrée, elle n'a pas senti la petite goutte de sang qui s'y était infiltrée. Elle ne l'a pas goûté, elle a juste souri et soupiré, inconsciente de l'étrange destin que l'univers avait décidé de lui attribuer. Son partenaire, les yeux mi-clos, s'est penché en arrière et a bu une longue gorgée de cappuccino, la goutte de sang se perdant dans la mousse. « Parfait », murmura-t-il, savourant le goût. Si seulement il avait su ce qu'il venait de consommer. Le couple a continué leur festin, inconscient. Ils n'ont pas remarqué le perroquet qui tournoyait au-dessus d'eux, tentant de se débarrasser des derniers restes de leur sinistre passager. Le couple n'a même pas remarqué les minuscules morceaux de chair humaine qui tombaient comme une pluie malsaine autour d'eux, éclaboussant les rues pavées ou atterrissant sur des passants au hasard. La ville était trop belle, et ils étaient de trop amoureux. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Leur lune de miel avait été un tourbillon de romances, de croissants et de café incroyables. Mais comme toutes les choses parfaites, elle avait une limite de temps. Quelques semaines plus tard, lors de leur vol de retour, les choses ont pris une tournure étrange. Quelque chose n'allait pas. Le couple, autrefois heureux et complice, était maintenant assis l'un à côté de l'autre dans un silence inconfortable. La chaleur qui les entourait ne provenait ni de l'amour ni de la passion. Non, c'était différent. C'était une chaleur interne, un feu dont ils ne pouvaient pas échapper. La femme s'essuya le front du dos de sa main, le visage rouge, les yeux plissés. Elle regarda son mari avec un froncement de sourcils confus. « As-tu chaud ?» Il tire sur son col de chemise pour le desserrer. « Ouais, je pensais que c'était juste moi. » Ils échangèrent un regard rapide, mais aucun d'eux n'avait de réponse à l'étrange malaise qui les envahissait. Leur bonheur précédent s'était rapidement transformé en un malaise terne. Une hôtesse de l'air passa, semblant trop enjouée. « Puis-je faire autre chose pour votre confort ?» Le mari a souri faiblement. « De l'eau serait bien, merci. » Elle acquiesça et revint peu après avec des serviettes et de l'eau pour eux. « Voilà autre chose ?» La femme secoua la tête, tentant de sourire et de sembler heureuse et reconnaissante, mais la sueur sur son front trahissait une autre réalité. L'hôtesse de l'air s'éloigna. Le couple se sentait de plus en plus mal à chaque instant. La chaleur augmentait, rampait de leur estomac jusqu'à leur tête. L'avion était devenu un four, l'air trop épais pour respirer. Pourtant, il n'y avait aucune raison évidente à cela. « Peut-être que l'avion est trop chaud », marmonna le mari en tirant à nouveau sur son col. Il a atteint pour l'eau, mais cela n'a pas aidé. Ça n'a rien fait. Rien n'a aidé, ni eau, serviette ou climatisation. Quand ils sont finalement rentrés chez eux, les choses lui ont pris un tournant encore plus étrange et inquiétant. Ce n'était pas immédiat, rien ne l'est, jamais. Mais après quelques semaines, l'appétit du couple était devenu un puits sans fond. Et ce n'était pas seulement les envies habituelles de vacances. Non, c'était différent. Ils se retrouvaient devant le frigo à toutes heures, le fixant comme des zombies. Ils ont ouvert la porte, regardé à l'intérieur et se sont mis à manger sans réfléchir. Un instinct primaire semblait avoir pris le contrôle. Soudain, plus rien d'autre ne comptait. Rien d'autre que la faim dévorante qui les appelait de l'intérieur. 2 bouches grandes ouvertes, les yeux vitreux. Ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient. Les restes du dîner de la veille, des pots de cornichons à moitié vides, du fromage qui était peut-être périmé depuis une semaine. Peu importe, si c'était comestible, c'était acceptable. Le frigo est devenu leur nouveau meilleur ami. Ils ne pouvaient tout simplement pas s'arrêter. Un soir, la tension a finalement débordé. Le dernier morceau de poulet, posé là sur la table du dîner comme une cruelle tentation, n'attendait que pour se battre pour l'obtenir. Et comme prévu, ils l'ont fait.
Ils ont tous deux tendu la main en même temps. Leurs mains se sont rencontrées en plein air, les doigts se frôlant comme une danse triste et tordue. « Non, non, j'allais manger ça !» s'est écriée la femme d'une voix aiguë de désespoir qu'elle avait trop honte d'admettre. « Tu plaisantes ?» a rétorqué le mari en attrapant le poulet pour le rapprocher de son assiette. « Je l'ai vu en premier. » La dispute était insensée. Ils étaient rassasiés tous les deux. Mais le poulet, ce triste dernier petit morceau, était comme une sorte de prix sacré. Leur première querelle concernait un sujet futile, la nourriture. Pourtant, cela semblait être tout. Les voix se sont élevées, les esprits se sont échauffés et la dispute a tourné en un amas d'accusations et de revendications absurdes. À un moment donné, tout est devenu flou, comme deux animaux se battant pour le dernier morceau de viande d'une chasse. Et puis, la femme a craqué. Sans prévenir, elle s'est précipitée dans la cuisine, ouvrant brusquement la porte du réfrigérateur. « Très bien », elle a crié, son visage tordu de colère. « Je vais me préparer mon dîner moi-même. » Elle a sorti un poulet entier du frigo, comme si c'était le dernier souper. Sans réfléchir, elle l'a posé sur le comptoir et a commencé à le préparer, le découpant avec une énergie fébrile, presque violente. Le mari s'est assis à la table, choqué pendant un moment. Sa main a atteint le dernier morceau de poulet dans son assiette, puis l'a lâché. Quelque chose l'a sorti de sa stupeur. Avec un léger rire, il est entré dans la cuisine et a souri à sa femme. « Tiens, regarde, notre première dispute. Ce sera une bonne histoire à raconter aux petits-enfants, hein ?» Mais la femme refusa. Pas maintenant, alors qu'elle était affamée, presque tremblante de faim. « Tu es sérieux ?» Visage rougi, elle siffla. « Je meurs de faim, tu ne vois pas? C'est quoi ton problème ?» Elle le rejeta comme si sa présence était inutile à cet instant. « Tu as fini le dernier morceau sans comprendre. » Leur respiration était rapide et saccadée, se concentrant uniquement sur la nourriture. Plus de nourriture ? Le mari s'est retiré, sa tentative d'humour tombant à plat. « Hey, je ne voulais pas, mais elle n'a pas écouté !» L'absurdité de tout cela lui échappait. L'argument était ridicule, oui, mais sa fin ? Sa fin était tout autre chose. Quelque chose de très réel. Elle a fini de cuisiner le poulet, ses mains tremblant de frustration alors qu'elle empilait son assiette. Le mari, trop stupéfait pour dire autre chose, se tenait simplement là dans l'entrée de la cuisine, regardant la femme qu'il avait épousée dévorer un repas entier comme si c'était le dernier qu'elle aurait jamais, et pour une raison quelconque, cela semblait être le cas. La tension ne s'est pas relâchée, elle s'est intensifiée telle une combustion lente et inaperçue jusqu'à ce que toute la maison soit engloutie. Quelques semaines après, la sœur de la femme arriva, espérant un accueil chaleureux et des récits de leur aventure romantique à Paris. Elle avait des visions de croissants et de photos de la Tour Eiffel, de conversations remplies d'amour et de rire, mais quand elle a franchi cette porte, elle a trouvé quelque chose de complètement différent. Le couple était différent. Faute d'un meilleur mot, ils étaient plus grands. Certes, ils avaient grossi, mais il n'y avait pas que ça. Leur énergie autrefois joyeuse et insouciante s'était transformée en quelque chose de moins attachant, quelque chose de brut, quelque chose d'agressif, quelque chose de vorace. La femme était assise à la table de la cuisine, les coudes plongés dans un pot de beurre de cacahuètes, y trempant une cuillère comme si c'était son travail. Ses yeux étaient de vitreux et elle faisait des bruits étranges et satisfaits, comme si elle était en transe. Son mari faisait les 100 pas, avalant frénétiquement des craquelins comme si sa vie en dépendait. Il s'arrêtait parfois, s'essuyait la bouche et regardait le réfrigérateur comme un amant secret dont il ne pouvait se passer. Debout dans l'embrasure de la porte, la sœur arborait l'expression que l'on aurait en entrant sur une scène de crime. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle sous son souffle avant de forcer un sourire. « Vous avez l'air incroyable. Comment ça s'est passé ?» La femme n'a pas levé les yeux. Elle a pris une autre cuillerée de beurre de cacahuète et a marmonné sans mâcher « Super !» Le mari a cessé ses allers-retours. « Ouais, super, si tu as tout le temps faim. » Se sentant mal à l'aise, la sœur s'est rendue au salon, observant le couple comme s'il pouvait attaquer à tout instant. « Paris, c'était comment? Des histoires drôles à raconter ?» La femme leva la tête, des miettes tombant de sa bouche. « Des histoires? Oh, bien sûr, beaucoup d'histoires. Mais nous avons été occupés. » Elle a léché du beurre de cacahuète sur le couvercle comme si c'était normal. Tentant de converser, la sœur lui jeta un regard. « Tu as l'air différent. As-tu bien mangé ?» La femme a rétréci les yeux.
La sœur bégayait, cherchant le soutien de son mari du regard, mais il était trop absorbé par ses biscuits, apparemment indifférent à l'idée de l'aider. Elle regarda à nouveau la femme qui avait d'une manière ou d'une autre réussi à finir un pot entier de beurre de cacahuète. « Es-tu enceinte ?» Un silence gênant s'installa. « Pardon. » La femme a répliqué brusquement, se levant si soudainement que la chaise a grincé bruyamment contre le sol enceinte. « Tu me traites de grosse », la sœur s'est figée, son visage devenant rouge betterave. Je pensais juste que tu sais, avec le changement de taille, peut-être que tu avais un petit pain dans le four. Il y avait un silence si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Les yeux de la femme sont passés de la surprise à la rage. Un petit pain. Tu penses que j'ai des séquins ? Talins que j'ai un petit pain dans le four, elle a craché les mots comme s'ils étaient de venimeux. Le mari, complètement imperturbable, haussa les épaules. Qu'est-ce qui ne va pas avec un petit pain ? Nous avons tous besoin d'un petit pain. La sœur regrettait maintenant chaque mot qu'elle avait jamais prononcé dans sa vie. Elle recula légèrement, tentant de se dissimuler derrière le chambranle. Je ne voulais rien dire par là, Avant qu'elle puisse finir, la femme a fait irruption dans la cuisine. Je meurs de faim, marmonna-t-elle, en ouvrant brusquement la porte du garde-manger. Il n'y a jamais assez à manger, ici. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, une voisine âgée avait tout observé depuis sa fenêtre. Ses yeux âgés se plissèrent de malice face à la scène qui se déroulait. Elle observait depuis des semaines, depuis l'emménagement des jeunes mariés. Elle avait une vue parfaite de leur cuisine et salon. Elle avait tout vu, les innombrables allers-retours au frigo, l'accumulation de nourriture et les escaliers étranges. Elle regardait par la fenêtre, une main au menton, comme si elle observait un documentaire animalier. « Oh là là !» murmura-t-elle en souriant. « Cela empire. » De retour dans la maison, la situation empirait. Le mari, l'air confus et vaincu, a commencé à fouiller le garde-manger comme s'il cherchait le Saint Graal. Où est la dernière boîte de céréales ? Il marmonna comme s'il n'avait pas englouti une pizza 1 heure plus tôt. La femme, tenant une poêle, se retourna. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle a exigé que ce soit son repas et de ne pas y penser. Réalisant qu'elle était dépassée, la sœur a tenté de s'échapper rapidement. Elle a saisi son sac à main et s'est dirigée vers la porte, non sans recevoir de la femme un regard si glacial qui lui fit l'effet d'un coup au ventre. Le mari n'a pas reconnu la sœur lorsqu'elle sortait précipitamment. Il fouillait frénétiquement le tiroir à débarras, cherchant désespérément quelque chose à manger. La porte se referma brusquement derrière elle. La vieille voisine, observant depuis l'autre côté de la rue, se pencha dans sa chaise, satisfaite. Elle sirota lentement son thé. « La lune de miel est finie, dit-elle avec un sourire narquois. Voyons combien de temps ils vont durer maintenant. » Plus tard dans la nuit, l'inévitable est arrivé avec une férocité que personne, surtout pas le couple, n'aurait pu anticiper. La femme était assise à la table de la cuisine. Elle avait déjà mangé la moitié d'un bol de pâtes. Elle aspirait les spaghettis sans même les mâcher correctement. Ses yeux étaient distants, vitreux, consumés par cette faim insatiable qui avait depuis longtemps dépassé le point de la normalité. Puis, c'est arrivé. Un bruit sourd et gargouillant a éclaté de l'intérieur d'elle. Le son était grotesque, comme si quelque chose bouillait en elle, prêt à s'échapper. Son corps s'est raidi et un instant, son regard s'est figé sur l'assiette devant elle, comme si elle croyait pouvoir la sauver. Mais il était trop tard. Sa poitrine se soulevait, son visage se contorsionnait de douleur et avec un bruit horrible et surnaturel, son corps a explosé. Ce n'était pas comme un ballon qui éclate, mais une véritable éruption. Chair, sang et pâtes, à moitié digérées, ont éclaboussé la pièce dans toutes les directions. La force était si puissante que les murs étaient éclaboussés de morceaux de son corps et la table a été renversée dans le chaos. Un instant, seul le silence régnait. Puis le mari, qui était assis de l'autre côté de la table, s'est figé. Ses yeux, grands ouverts et vitreux, fixés à l'espace vide où se trouvait sa femme, sa bouche toujours ouverte, la cuillère suspendue en l'air. Oublié, il cligna des yeux 2 fois lentement, assimilant ce qui venait de se passer. Il n'a pas crié, il n'a même pas tressailli, il a simplement tendu la main comme si c'était la chose la plus naturelle du monde et a ramassé le bol de pâtes par terre. Il n'a même pas vérifié si c'était sûr. Il s'en moquait. Il a dévoré le repas sans s'arrêter. Ses yeux, toujours fixés sur l'espace vide alors qu'il mâchait, il entendit un bruit de gargouillis étrange. C'était faible au début, mais ensuite ça s'est amplifié, le gargouillis s'est transformé en un grondement profond et inquiétant. Il regarda son estomac, ses yeux s'élargissant de réalisation. Sa respiration s'est faite superficielle, ses doigts se crispant sur le bol.
Le grondement s'intensifiait, plus pressant. Il le sentait au plus profond de lui. La pression et la chaleur montèrent. Cela venait pour lui. Il savait que cela venait pour lui. Dans un ultime effort désespéré, il a englouti le reste des pâtes, mâchant comme un homme pensant pouvoir fuir la mort. Avec des glucides, il mâchait plus vite et frénétiquement, les yeux sauvages et le souffle saccadé. L'explosion était tout aussi violente que celle de la femme. Son corps a explosé, projetant violemment des morceaux de lui dans toutes les directions. La cuisine avait été détruite en un instant. Les murs, plafonds et comptoirs étaient tous touchés par les retombées. La maison semblait avoir été frappée par une bombe et d'une certaine façon c'était vrai. Le silence régna à nouveau dans la pièce. De l'autre côté de la rue, la voisine âgée, observant depuis sa fenêtre de cuisine, était perplexe. Elle les espionnait depuis des semaines, ces étranges personnes affamées de l'autre côté. Elle avait remarqué leurs fréquents allers-retours suspects vers le réfrigérateur. Mais ça, c'était autre chose. Ses mains ont commencé à trembler. A-t-elle vraiment vu ça ? 2 personnes explosent ? Elle a reculé de quelques pas, se tenant la poitrine. Son esprit s'emballait, essayant de se convaincre que ce qu'elle avait vu n'était qu'un jeu de lumière, ou peut-être que c'était simplement son âge qui la rattrapait. Démence ? Non, elle l'avait vu de ses propres yeux. L'horreur, les explosions. D'une main tremblante, elle a composé le numéro de la police sur le téléphone. Pendant qu'elle racontait à l'opérateur les circonstances étranges observées, l'anomalie a été repérée par la fondation qui écoutait toujours. Lorsque les secours sont arrivés, la scène avait déjà été sécurisée par la fondation. Leurs agents s'étaient déjà déguisés en ambulanciers, agissant rapidement et efficacement comme si c'était juste une autre journée au bureau. Ils ont fouillé la maison, prenant soigneusement des photos et collectant des preuves parmi les restes de l'explosion. Des échantillons de sang et de tissu ont été prélevés et analysés, les murs et le sol ont été examinés à la recherche de signes inhabituels. Ils se déplaçaient avec une précision presque chirurgicale, comme si l'horreur à laquelle ils assistaient n'était qu'un autre puzzle à résoudre. Le lendemain matin, des photos de l'incident avaient été divulguées aux médias nationaux, la couverture était partout. 2 personnes ont juste disparu comme ça, soudainement, sans explication. Des journalistes ont qualifié l'accident de bizarre. Certains ont évoqué l'hypothèse d'un tueur en série en liberté. Quel que soit le contexte, le public ne pouvait pas arrêter d'en parler. Les gens spéculaient, faisaient des hypothèses et inventèrent des histoires. Ils avaient besoin de réponses. La fondation a essayé de contrôler le récit, mais la seule chose qu'elle pouvait faire était de semer des graines de doute que ces cas apparents d'autocombustion humaine n'étaient rien d'autre qu'un canular. SCP-081 est un petit virus délicieux qui transforme vos mauvaises habitudes alimentaires en un événement explosif littéral. Ce virus, transmissible par les rats, les contacts intimes ou le sang infecté, agit en détournant les cellules graisseuses et le système immunitaire. Son objectif ? Vous faire manger tout ce qui est en vue jusqu'à ce que votre corps atteigne un point où vous explosez dans une explosion de combustion interne ardente et incontrôlable. Le virus progresse en 4 étapes. D'abord, vous commencez à vous sentir un peu fatigué, comme après une semaine difficile mais rien d'alarmant. Lors de la 2e étape, votre corps commence à avoir chaud. Une chaleur intense vous submerge, accompagnée de bouffées de chaleur et d'une faim dévorante, comme en plein cœur d'une canicule. Vous ne pouvez pas arrêter de manger. Au 3e stade, vous consommez de la nourriture comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais peu importe combien vous mangez, la faim ne disparaît jamais. Votre métabolisme ralentit considérablement, ce qui entraîne une prise de poids rapide et difficile à contrôler. Enfin, à la 4e étape, votre corps atteint 55% de graisse corporelle et c'est là que le vrai plaisir commence. À ce stade, vous serez si rassasié, gonflé et pourtant affamé que votre corps se retournera contre lui-même et vous vous consumerez spontanément. L'explosion est violente, ardente, rappelant une expérience de cuisine ratée. SCP-801 a d'abord attiré l'attention après une série de cas de combustion spontanée au début du XXe siècle, avec l'incident tristement célèbre impliquant Mary Reeser en 1951. Il s'avère cependant que ce virus n'est pas nouveau. Il existe depuis 1763, peut-être même plus longtemps, et la plupart de ces incidents mystérieux de combustion spontanée antérieurs peuvent probablement être attribués à ce virus. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec un accès accru à la nourriture et une baisse de la malnutrition, que les cas de SCP-081 ont grimpé en flèche.
La propagation du virus et son taux d'infection sont plus élevés à l'époque moderne, en particulier dans des endroits comme l'Amérique du Nord, où la personne moyenne est plus susceptible d'être bien nourrie et suralimentée. SCP-081 est maintenant classé comme un pathogène dangereux d'Euclide, bien que le véritable problème soit que le virus n'affecte que ceux qui ont une prédisposition génétique particulière à l'accumulation de graisse. Donc, dans le grand schéma des choses, la leçon est, la prochaine fois que vous êtes sur le point de vous régaler avec cette seconde assiette de lasagne, réfléchissez à 2 fois. Vous pourriez sortir avec un sac, mais pas celui que vous espérez. Pour les diabétiques, félicitations, vous êtes immunisés. Pas que cela aide vraiment quelqu'un d'autre quand ils éclatent littéralement de partout.